Bonsoir à tous. Donc là, ici, l'image vous suggère justement, c'est une invention à partir d'idées que j'ai eues. Et donc ma compagne qui se débrouille bien en peinture. Donc on a une illustration de l'idée que j'avais, donc quelque chose de complètement fantaisiste. C'est-à-dire que l'astronome est en train de tendre un mètre à ruban du centre d'une galaxie jusqu'au bord du Soleil, pour voir à quelle distance elle est. Voilà. C'est complètement fantaisiste, bien sûr. Mais bon, c'est pour vous donner une idée du thème de la soirée. Donc, il s'appelle Apprendre l'univers. Donc, là où je vais de ce dont je veux vous parler ce soir. Alors, on va essayer déjà de définir ce que c'est mesurer. C'était pas évident pour tout le monde. Donc, c'est la mesure, ça consiste toujours à comparer. Donc, c'est une comparaison entre deux éléments, l'objet qu'on veut mesurer, voilà, et un étalon, une référence qui permet de savoir quelle est la longueur que je mesure. Donc, voilà, on va partir sur un exemple. Je suis curieux de connaître la longueur de ce livre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme instrument de mesure? Eh bien, à force de réfléchir, tiens, il y a une abeille qui est venue se poser sur le livre. Ah ben ça tombe bien. Je vais mesurer le livre en longueur d'abeille. Combien je peux mettre d'abeilles, l'une derrière l'autre, pour faire toute la longueur du livre. Voilà. Ben, ça fait une mesure, ça. Ok? Bon, si on doit toujours à chaque fois attendre qu'une abeille atterrisse sur l'objet à mesurer, on ne va pas s'en sortir. Hein. D'accord? Donc ce qu'on a à bord, nous, beaucoup plus traditionnellement, c'est le pouce. Voilà. Donc il suffit de mesurer en pouces. Combien de pouces il y a dans la longueur du livre? Entre 5 et 6 pouces. Alors, comme il y a un menuisier dans la salle, je vais faire une digression sur les pouces, parce qu'entre le pouce anglais de 25 mm 4 et le pouce français de 27 mm, pour lequel les deux on va utiliser. Hein, voilà. Ensuite, le pouce n'était pas pratique, donc on va aussi, vous connaissez l'autre mesure, le pied. Donc, là ici, ça fait moins de 1 pied. Bon, après, pour pas être plus précis que ça. Donc ça, c'est des mesures anciennes. Alors ça a l'air d'être un gag comme ça, mais c'est ce qu'on a utilisé autrefois. D'accord? Et à partir de 1789, on s'est dit que la France était un beau pays et qu'il fallait un peu homogénéiser toutes ces mesures. Voilà. Donc, nous, je ne vous fais pas l'historique. À partir de là, on va utiliser plusieurs instruments de mesure qui sont étalés comme ça sous le pied. Donc on va les prendre les uns après les autres. Donc le demi-hectomètre. Donc c'est censé mesurer les distances en athlétisme par exemple. Donc on n'est pas plus précis que le centimètre, et encore sur les grandes longueurs, on admet qu'on est 2 cm de précision. Alors, je mets le demi-hectomètre sur le livre, et vous allez remarquer que comme le début du ruban n'est pas très précis, je pars toujours du 20. J'ai toujours 20 et on va faire une soustraction. Alors, évidemment, c'est sportif, le soir après le repas, de faire une soustraction. Voilà. Et donc, quelle est la longueur obtenue en regardant sur ce demi-hectomètre entre 0,15 et 0,16 mètres? Voilà. Bon, maintenant, on va prendre l'autre instrument de mesure. Le mètre à ruban. Et à partir du mètre à ruban, on va le poser aussi sur le livre. Et là, ça nous donne, si on regarde un peu plus, le mètre à ruban est précis au millimètre, voilà, entre 15,8 et 15,9 cm. Ensuite, on prend un autre, le mètre de ruban, le mètre de couturière. Voilà, je vais encore le poser sur le livre. Et j'obtiens, les couturières, c'est pas des mesures précises, hein, donc quasiment 16 cm, on va pas chipoter pour 1 mm. Voilà, donc, voilà, déjà, suivant le corps de métier, on n'a même pas la même appréciation des dimensions.
Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Ensuite, le réglet, là, suggéré par Stéphane tout à l'heure, quintuple décimètre. Et à partir de là, on a une mesure un peu plus précise, parce que normalement on est censé regarder le demi-millimètre. Voilà. Donc on s'aperçoit que c'est à peu près cette mesure-là. Et enfin, quelque chose de beaucoup plus précis, le pied à coulisse, qui est donc un instrument pour les mécaniciens, adorable pour les mécaniciens. Voilà. Et donc on se retrouve, si on lit les graduations, entre 158,66 et 158,68. Voilà. Donc, en résumé, ça veut dire qu'à coup d'abeille, on a entre 12 et 13, à coup de pouce, 5 et 6, à coup de pied, moins de 1. Le demi-hectomètre, on revient à entre 0,15 et 0,7 mètres. Le mètre à ruban, voilà. Le mètre de couturière, voilà. Le quintuple décimètre, et enfin le pied à coulisse. Voilà. Donc quelle est la mesure qui vous convient? Comme je viens de le dire, c'est suivant le corps de métier. Donc ce qu'il faut bien essayer de se mettre dans la tête, c'est qu'il faut arriver à comprendre qu'une mesure n'est valable qu'à partir du moment où on le compare à un instrument, enfin un élément sur lequel on est d'accord tous dans le corps de métier, par exemple. Donc je vous ai dit, pour le pouce anglais 25 mm,4, le pouce français 27 mm. Donc voilà, il faut déjà être cohérent. Donc normalement, le système métrique doit uniformiser le tout. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il faut être d'accord sur l'unité de mesure, et c'est en comparant sur l'unité de mesure, qu'on arrive à savoir, à connaître les distances. Voilà. Donc est-ce que c'était toujours comme ça? Non, pas vraiment. Au Moyen-Âge, on avait en fait la Terre qui était plate, l'horizon qui était la sphère céleste qui était construite sur cet horizon-là, et en fait sur la sphère céleste, il y avait des petits trous. On voyait la lumière divine à travers ces trous, et devant cette sphère céleste, il y avait le Soleil, la Lune et les planètes qui se promènent devant. Voilà. Donc c'était ça la vision. Alors, quelle est l'utilité de mesurer une distance? C'est tout est au même niveau. Voilà. Donc, qui a bousculé les choses? Ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Certains Copernic qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, avec ce modèle-là, que je viens de vous présenter, on ne peut pas prévoir la position des planètes. Il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Donc, à force d'y réfléchir, il s'est dit, mais peut-être qu'en mettant le Soleil au centre, on arriverait à beaucoup mieux savoir prédire la position des planètes les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc, sauf que la vidéo est là, et elle n'est pas sur... Je l'ai sur l'écran, mais je l'ai pas. La vidéo qui ne veut pas passer, donc je reste sur... Donc en fait, là, il y a une belle vidéo mais qui ne passe pas sur l'écran et qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Il faut bien imaginer que si la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est pas dans la même position. Et vous allez le voir ce soir, on peut arriver à reconnaître des constellations. Ça veut dire que même si la Terre se déplace beaucoup autour du Soleil, on reconnaît des constellations. Ce qui veut dire que les étoiles sont très très loin.
ou bien le modèle voûte céleste est la bonne, c'est ce que défendait Tycho Brahe, que vous voyez là, ou bien les étoiles sont très 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 loin. Et Tycho Brahe n'était pas du tout d'accord avec ça. Je veux dire, si les étoiles sont très loin, ça veut dire que c'est plein de vide. Et pourquoi le créateur aurait créé plein de vide? Ça sert à quoi? C'est ça le truc. Ça sert à quoi d'avoir plein de vide comme ça? Donc à partir de là, il s'est dit, le modèle de Copernic avec la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est complètement bidon, c'est pas possible. Les étoiles sont beaucoup plus proches. Voilà. Mais par contre, il y a un événement auquel il a assisté en 1572. Voilà, la constellation de Cassiopée. Voilà. Et d'un seul coup, il y a une étoile qui apparaît. Et qui reste visible plusieurs semaines. Et qui disparaît. Et dans son idée, c'est qu'il a divisé le monde comme Aristote l'avait fait. On a le monde entre la Terre et la Lune. C'est le chaos complet, c'est n'importe quoi, c'est le monde humain, chaotique, du n'importe quoi. Et au-delà de la Lune, c'est le monde parfait. Alors, une étoile qui apparaît, forcément, elle est entre la Terre et la Lune. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà observé la Lune. D'une nuit à l'autre, la Lune n'est pas du tout la même place. D'accord? Donc forcément, cet élément-là qui apparaît de nulle part, forcément, il est entre la Terre et la Lune. Et il devrait se déplacer d'une nuit à l'autre. Sauf qu'il l'observe pendant plusieurs semaines au même endroit. Il dit, alors là, ça fait qu'on commence à faire des nœuds dans sa tête. Il n'arrive pas à comprendre comment un objet peut changer tout en étant aussi loin. Donc il a dit, les trois couches, en fait, et à partir de là, donc, il a dit que les planètes s'arrêtent à une certaine distance, ensuite les étoiles changeantes un tout petit peu plus loin, et ça se finit quand même par la sphère céleste. Et tout ça, c'est relativement proche. Donc en kilomètres, 100 millions de kilomètres, pas plus. Donc il s'est dit, voilà, c'est résolu. Donc on verra. Il tenait toujours à son idée de la sphère des fixes, et pas fixe du tout. Donc là maintenant, les mesures, forcément, on va essayer de partir de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire ce qu'on peut le mesurer le plus facilement. Et à partir de là, donc en connaissant le diamètre de la Terre, on va pouvoir en déduire la distance terminée. À partir de la distance terminée, on va pouvoir déduire la distance Terre-Soleil. Ensuite, on va pouvoir déduire la distance des étoiles. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Et là, on va pouvoir déterminer la distance des galaxies voisines. Et à partir de là, on pourra... Ensuite, ça c'est les galaxies voisines. Et ensuite, voilà. Il faut bien se mettre dans la tête, mais je vais le répéter aussi, c'est qu'à partir du moment où on a un flou sur le diamètre de la Terre, il y aura un plus gros flou avec la distance. Donc plus les flous vont s'additionner, les incertitudes sur les mesures, le flou sur les mesures, vont s'additionner. Donc plus on sera précis ici, plus ça sera précis là-bas. Moins on sera précis ici, les imprécisions vont se cumuler, sont cumulées. Et donc là, on va avoir des imprécisions absolument faramineuses. Et donc c'est ça l'idée des mesures. C'est extrêmement difficile d'avoir une bonne idée des distances dans l'univers, parce que c'est basé sur des distances sur lesquelles on n'est pas trop sûr, et donc on en déduit les autres. Donc à chaque fois, la petite incertitude va se... Donc là, je vais vous le montrer. Alors déjà, comment mesurer le diamètre de la Terre? Donc le métrage ruban est un peu court. Donc maintenant on le sait, la Terre, elle est ronde, c'est une vision de satellite, ça c'est évident. Mais quand on habite sur Terre même, pour s'en rendre compte, c'est pas coton. Donc, parce que j'ai l'impression que la Terre est plate. Donc, comment faire pour essayer de le déduire? Et donc, on a Hérodote qui a eu l'idée d'essayer de mesurer. Il a remarqué, enfin, il a surtout s'est fait rapporter, parce qu'il habitait à Alexandrie, et
il a entendu dire que quand le soleil est à la verticale au-dessus du puits, le puits est éclairé jusqu'au fond de Seine, et à Alexandrie, il y a toujours une ombre à l'obélisque. Donc, il s'est dit, tiens, je vais peut-être pouvoir essayer de déduire quelque chose. Voilà. Donc, à partir de là, Sienne, on a le soleil à la verticale, et à Alexandrie, on a une petite ombre. Donc, à partir de là, il a calculé quel angle ça fait, en sachant que c'est vertical ici. La dimension de l'ombre lui donne l'angle, un cinquantième du cercle, et à partir de là, il en déduit le diamètre du cercle, de la circonférence de la Terre, le tour de la Terre. Combien se déduit le tour de la Terre? Et il a entendu dire que les caravanes de dromadaires mettaient 50 jours pour aller de Sienne à Alexandrie, et en parcourant 100 stades par jour. Voilà. Et les caravaniers, ils étaient sûrs de leur mesure, parce que les dromadaires marchaient d'une façon très régulière. Donc c'était assez fiable comme information. Alors le stade, c'est quoi? Justement, on passe du pouce au mètre. Et là, si on se transforme en mètres, le stade, c'est 158 mètres. Donc en fait, il sait, par déduction, par discussion avec les carabiniers, qu'il y a 790 km de là à là. Et les 790 km représentent le 50e du siècle. Donc on va reporter 50 fois. Donc, ça donne quoi? Une circonférence de 39 500 km. Et je ne sais pas si vous le savez tous, moins de 2% d'erreur, parce que la circonférence admise, c'est plutôt 40 000 km. Donc c'est absolument extraordinaire d'avoir une précision pareille avec un coup de dromadaire. Donc il reste Athènes, donc voilà, c'est environ 200 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez un peu la précision que. Mais il faut admettre évidemment, parce qu'il y avait deux écoles chez les Grecs anciens, ceux qui étaient partisans de la terre plate et ceux qui étaient partisans de la terre ronde. Et donc Eratosthène était un partisan de la terre ronde, et il l'a prouvé. Sauf que il n'a pas été trop cru parce que. Mais maintenant, on connaît bien le diamètre de la Terre. Alors on va aller un peu plus loin maintenant. On connaît le diamètre de la Terre, mais je vous le dis, là, donc il y a 2% d'erreur entre la mesure aujourd'hui et la mesure qu'il avait obtenue lui. Donc 2%. Alors, à partir de là, on va essayer maintenant d'en déduire la distance de la Terre à la Lune. Alors, le Soleil est clair, voilà. Le Soleil est clair, et il y a la Lune, et il y a la Terre. Voilà, c'est très schématique. Et derrière la Lune et la Terre, il y a l'ombre. Voilà. Donc, ce qui est extraordinaire, on vit une période formidable, c'est que le diamètre apparent de la Lune et le diamètre apparent du Soleil sont les mêmes. Donc là, on peut faire tranquillement le dessin du pot, et on sait que le pot effleure la Terre. Voilà. Donc à partir de là, c'est un problème de géométrie un peu. Voilà. Donc l'éclipse totale du Soleil, que Stéphane a admiré, par exemple, l'année dernière aux États-Unis, que tous ceux qui sont un peu plus âgés ont admiré ici, le 15 février 1961. D'accord? Vous vous en souvenez? Et voilà, et donc un peu plus récemment, le 11 août 1999, mais qui était visible au nord de la France, pas au sud de la France, on n'a rien vu au sud de la France. On a vu l'éclipse totale au nord de la France, le 11 août 1999. Voilà, donc c'est un événement qui arrive de temps en temps, mais on sait que la Lune cache tout juste le Soleil, que ça ne dure pas longtemps, donc on peut être la même approximation, dire que l'ombre arrive tout juste sur Terre. Il y a même des cas de figure où l'ombre de la Lune ne couvre pas tout à fait le Soleil. Voilà, donc à partir de là, maintenant on va attendre 15 jours après que la Lune se retrouve de l'autre côté. Comme le 27 juillet dernier, la Lune était dans l'ombre de la Terre. Voilà. Et donc là on s'est aperçu, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en photographie on met en évidence facilement, et c'est que les observateurs quelques siècles avant Jésus-Christ ont réussi aussi à observer
c'est qu'ils se sont aperçus que l'ombre de la Terre, à la distance, donc c'est toujours la même distance entre Terre-Lune, et à la distance de la Terre à la Lune, l'ombre représentait 2 fois et demi le diamètre de la Terre. Donc, et l'ombre de la Terre représentait 2 fois et demi le diamètre de la Lune. Je le mets dans le bon sens là. Donc l'ombre de la Terre est 2 fois et demi plus grosse que le diamètre de la Lune. Alors ce qui est mis en évidence par la photographie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la photographie comme ça. Donc là ici c'est la superposition de plusieurs stades de l'éclipse. Et donc ici vendredi 27, on a surtout vu cette partie-là jusque-là. D'accord ? Et le début on l'a pas trop vu. Là ici on recompose l'ombre de la Terre, et là on met bien en évidence que l'ombre de la Terre est à peu près 2 fois et demi plus grosse que l'ombre, que le diamètre de la Lune. Alors, on en déduit facilement que, comme ici, on diminue d'un diamètre de la Lune ici, bah ici on a en fait la Terre. Si l'ombre était parallèle, on aurait la Terre qui est 3 fois et demi plus grosse que la Lune. Voilà. Donc des déductions géométriques simples. Voilà. Comme on sait que la Lune représente à peu près un demi-degré, c'est-à-dire que si vous mettez la Lune sur un cercle de 3 cm, vous vous éloignez de 3 mètres, 3 cm, 3 mètres, et vous avez le bon diamètre apparent de la Lune. Voilà. Donc ce qui fait que si on est un peu plus précis, la distance Terre-Lune correspond à 110 fois le diamètre de la Lune, qui elle-même est 3 fois et demi plus petite que le diamètre de la Terre. Voilà. Donc voilà, c'est une déduction purement géométrique d'observation. Et si le diamètre de la Terre est connu à 2%, les autres dimensions, je ne sais pas, on va admettre, le diamètre de la Lune va être connu aussi à 2%. Ensuite, la distance Terre-Lune va être aussi connue à 2%. Donc à chaque fois, si je cumule les mêmes imprécisions, 2% plus 2% plus 2%, ben déjà, je ne peux pas faire autrement que de voir la distance Terre-Lune à 6% près. Déjà, des précisions de 2%, c'est quelque chose de phénoménal. Et ben, là, ici, comme je passe par un élément, le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune, ensuite la distance Terre-Lune est déduite de tout ça, ce qui fait que je ne peux pas connaître la distance Terre-Lune à mieux que 6%. Déjà, vous voyez que les erreurs se cumulent. Voilà. Donc c'est ça la grosse difficulté, c'est qu'on fait une petite erreur au départ, ça se traduit par une grosse erreur, une grosse imprécision à l'arrivée. Voilà, c'est ce que j'appelle la méthode de l'échafaudage. À chaque fois qu'on se trompe un peu au début, là, on se trompe de plus en plus. Voilà. Par la suite, voilà. Donc maintenant, la distance Terre-Soleil, alors là, ça va être tordu. Donc ici, on a le Soleil. Le Soleil, la Terre. Alors là, c'est purement géométrique. Je vais construire un triangle avec un angle droit, un triangle rectangle. Et donc, à quel moment on a un triangle rectangle? C'est-à-dire que, par exemple, Mercure, quand il s'éloigne, Mercure, de la Terre, a l'air de s'éloigner du Soleil, de revenir, de passer de l'autre côté du Soleil. Et donc, quand elle va être au plus loin visuellement du Soleil, par définition, on va dire que, ici, on a un angle droit. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est au moment où Mercure est au plus loin du Soleil. Donc ça nous donne un beau triangle dit rectangle avec un angle droit. Mais voilà, ça ne nous donne pas plus. Ensuite, on a Vénus, qui est dans le même cas de figure. Au plus loin du Soleil, hop, voilà, on a un beau triangle rectangle. Et donc, on connaît bien, donc là ici par définition, la construction de la figure 90 degrés. Là, on mesure directement cet angle-là de séparation. Comme la somme des trois angles d'un triangle, c'est 180 degrés, on connaît le troisième angle. Voilà. Donc, on a la connaissance des angles. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne connaît que les angles et on est coincé. Ça ne nous donne absolument aucune idée de la distance.
ça se trouve, le dessin que j'ai fait sur l'écran est à la bonne échelle. D'accord? Donc il suffit que je le mesure. Il y a, je ne sais pas, 2 mètres entre la Terre et le Soleil. Est-ce que ça vous paraît ressemblant? Ben non. Donc ici, ben, on est coincé. On connaît les proportions entre ça, les traits bleus et les traits noirs ici, l'hypoténuse. Et donc, là, on connaît les proportions. Et on est incapable de donner une distance. Donc c'est bien beau ces méthodes géométriques, mais là, il y a quelque chose qui coince. Ce qui fait que on a, alors, ça c'est pour les planètes qui sont plus proches du Soleil que la Terre. Et après, pour les autres, là, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un peu plus complexe, mais c'est du même genre. Donc, on connaissait déjà dès la fin du XVIIe siècle, donc très tôt, par ce genre d'observation de déduction géométrique, les proportions entre chaque distance du Soleil à chaque planète. Évidemment, comme on est sur Terre, on va prendre la distance Terre-Soleil comme 1, ce qu'on appelle l'unité astronomique, donc qui a été inventée déjà au XVIIe siècle. Donc l'unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc Vénus est un peu plus proche, Mercure un peu plus proche, Mars un peu plus loin, Jupiter et Saturne encore plus loin. Pourquoi je me m'arrête à Saturne? Parce qu'à l'œil nu, on ne peut voir que jusqu'à Saturne. Uranus et Neptune ne sont pas du tout visibles à l'œil nu. Donc voilà, on a des belles proportions, mais tant qu'on n'était pas capable de mesurer un des éléments, une des distances entre les planètes ou le Soleil, on est coincé. On a des belles proportions, et après, on se perdait en conjecture pour savoir quelles étaient les vraies distances. Voilà. Donc, là, on a été en pleine conquête coloniale. On a Paris, on a Cayenne, voilà. Et donc, l'idée, c'était que, comme aujourd'hui, vendredi 27, c'était encore mieux, là, ici, aujourd'hui, Mars s'éloigne un tout petit peu, c'était de mesurer la distance de la Terre à Mars par triangulation. Donc vous imaginez que vous avez votre œil gauche ici, votre œil droit là, et vous regardez Mars, et donc là vous avez une bonne idée de la distance. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, mais en gros c'est ça, c'est le système de vos 2 yeux. Voilà. D'accord? Qui regardent le même objet, et donc on a un repère physiologique dans la tête avec les muscles qui permet en fait avec l'orientation de l'œil de savoir quelle est la distance de l'objet que vous regardez. Ici c'est un peu plus complexe parce qu'il faut mesurer des angles, mais c'est exactement la même chose, sans savoir vos 2 yeux mesurent par la tension musculaire l'angle, et vous en déduisez évidemment c'est une expérience un enfant de quelques mois est incapable de le faire. Donc c'est tout un apprentissage. Donc à partir de là, on peut arriver en mesurant cet angle-là, en connaissant la distance ici. Alors ce coup-ci, on a un côté du triangle, un angle du triangle, en supposant que le triangle a les 2 côtés égaux, évidemment. Donc là, ici, on connaît toutes les proportions. Et là, d'un seul coup, on avait la distance Terre-Mars. Donc je reviens sur la diapo précédente. Et d'un seul coup, on avait la distance Terre-Mars. D'accord? Donc, comme tous les proportionnels, hop, on en a déduit le tout. Alors là, c'était une catastrophe complète. Parce qu'on s'est aperçu, donc il y avait déjà des évaluations pendant l'Antiquité, de savoir quelle distance pouvait être le Soleil. Alors déjà, que le Soleil soit 19 fois plus loin que la Lune, c'était déjà monstrueux à l'époque. Et là, patatras, on s'est aperçu que le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune. Voilà. Parce que quand on rentre en dimension absolument phénoménale. Donc, ce qui fait que notre système connu, voilà, proportionnellement, Terre-Lune, vous avez vu qu'on arrive à déduire le diamètre de la Lune par rapport au diamètre de la Terre. Ensuite, on a les proportions entre les différents éléments, et donc ce qui fait que notre système, avec Vénus, Mercure et Mars, après le tout, on l'a mis un peu dans un coin, là, on a Jupiter et Saturne, et d'un seul coup, on trouve, grâce à ces proportions-là, donc grâce à la mesure de la distance de la Terre à Mars, au moment où c'était plus proche, et bien on s'est aperçu que le Soleil était un peu gros, voilà.
c'était inimaginable d'avoir, en fait, de se rendre compte qu'on habite, alors je ne sais pas ceux du fond, ils arrivent encore à voir, la petite bille bleue, là, qu'on habite sur une petite bille bleue qui est 109 fois plus petite que le Soleil. 109 fois, d'accord? 400 fois plus grosse que la Lune, 109 fois plus grosse que la Terre. Et donc là, on se rend compte que, enfin, bon, on habite vraiment sur une planète très particulière. Mais enfin, on commençait à voir la distance entre les planètes et le Soleil. Donc ça, c'est une des mesures qui a été confirmée par d'autres types de mesures. Et entre autres, ici, les mesures qui ont été faites. En fait, on connaît maintenant, aujourd'hui, les distances exactes, en fait, par écho-radar. Donc un autre type de mesure. On envoie un écho-radar, et on attend que ça rebondisse sur la Lune, et on mesure le temps d'aller-retour. À partir du temps d'aller-retour, on peut arriver à mesurer les distances directement. Donc maintenant, on n'a plus de méthode géométrique. Pour les planètes ici, on envoie un écho-radar, on attend le retour, on envoie un signal radar, on attend son écho, un signal radar, on attend son écho, et comme ça on a des mesures plus précises, mais qui confirment complètement les proportions qu'on avait déduites au cours des siècles précédents par déduction géométrique pure et dure. Voilà. Par contre, on ne peut pas envoyer un signal radar contre le Soleil, parce que le Soleil lui-même est un émetteur épouvantablement puissant, donc on ne verra rien du tout de notre signal qu'on a envoyé sur le Soleil, il est complètement perdu dans les signaux que le Soleil nous envoie. Donc là, c'est complètement impossible à voir. Alors, une autre mesure qui a été faite, c'est toujours pareil, on guette le moment où Vénus passe devant le Soleil. Voilà, donc ça c'est vu de dessus, je vais me faire trop les tours. C'est vu de dessus, du nord si on veut. Voilà. Et donc, vu de Paris, on va voir Vénus devant le Soleil, là, ce qu'on appelle le deuxième contact. Et ensuite, simultanément, en même temps, mais là il fallait avoir une horloge qui puisse conserver l'heure de Paris à Cayenne. Voilà, il y a quand même quelques mois de voyage en bateau, hein. On n'était pas en avion. Et donc avec à la même heure, eh ben, les observateurs de Cayenne voient la Vénus qui n'est pas encore sur le Soleil. D'accord? Donc ils ne voient rien du tout, parce qu'on est tellement ébloui par le Soleil. Enfin, c'est purement fictif. Il faut oublier, là, on ne voit absolument pas que Vénus est à côté du Soleil. Voilà. Ensuite, quelques heures plus tard, Vénus se promène devant le Soleil, et on attend que Vénus sorte du disque du Soleil. Voilà. Donc, enfin, là je vais trop vite, et donc simplement que Vénus soit, ici ça c'est la vision de Paris, et on attend qu'à Cayenne on ait exactement la même vision. Voilà, donc à Cayenne, on a cette vision-là, mais à Paris, ça va donner quoi? Hop. Vue de Paris, eh ben, Vénus est déjà sur le Soleil. Voilà. Donc après, un calcul savant, parce qu'il faut tenir compte du fait que la Terre avance, que Vénus avance, etc. Un tout petit peu compliqué, mais en gros c'est encore un triangle, voilà, entre les deux lignes bleues et l'angle. Au moins il y a un triangle, toujours la même histoire, donc plusieurs éléments connus du triangle. On a on a étudié la distance de la Terre au Soleil. Donc ça c'était une autre confirmation, mais comme il y a très très peu de passages de Vénus devant le Soleil, c'est très rare comme événement. Et pour peu qu'il y ait des nuages, on est marrant, ça ne marche pas. Donc ce qui s'est passé, comme le passage de Vénus était visible en Inde, par exemple. Donc ici, quand le disque de Vénus commence à empiéter sur le disque du Soleil, c'est ce qu'on appelle le premier contact. Le deuxième contact, c'est quand l'ombre de Vénus est tangente au bord. Après, Vénus se promène sur le disque du Soleil. Le troisième contact, c'est quand l'ombre arrive vraiment au bord du Soleil. Et le quatrième contact, c'est quand Vénus n'est plus du tout visible sur Donc évidemment, on saisissait que ces moments-là, parce que là, on voit le disque de Vénus sur le bord du Soleil.
et le disque de Vénus sur le bord du Soleil. Donc c'est ces deux contacts, le deuxième et le troisième contact qui étaient observés, enregistrés, mesurés, etc. Donc voilà, des événements astronomiques qui permettaient d'avoir une meilleure idée de la distance de la Terre au Soleil. Donc soit 150 millions de kilomètres. Alors maintenant qu'on connaît à quelle distance la Terre tourne autour du Soleil, on va pouvoir déduire la distance des étoiles, qu'on appelle par la triangulation. Toujours pareil, c'est l'image de vos deux yeux. Sauf que là, vos deux yeux, au lieu d'être écartés de 8 cm, par exemple, voilà. Donc, comment ça se fait que la diapo elle montre pas? Bon, vous voyez quand même l'étoile rouge. Donc, il y a un truc bizarre quand la mise en page, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il y a un petit bout d'étoile rouge qui dépasse. Donc, la Terre dans cette position-là, donc ici on a le Soleil, la Terre, une étoile rouge éloignée, une étoile bleue plus proche. Et donc, ça serait exactement comme vous essayez de voir la distance du verre et de la bouteille derrière. Le bleu, ce serait le verre et la bouteille derrière, c'est exactement pareil. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme image, vue de la Terre? Eh bien, on a un petit angle qui diffère entre les deux, voilà, ce petit angle-là, qu'on va mesurer en astronomie. Et ce petit angle-là va permettre d'avoir cette image-là. Voilà. D'accord? 6 mois plus tard, parce que la Terre a fait le tour du Soleil en 1 an, donc 6 mois plus tard, la Terre va se retrouver diamétralement opposée, et à partir de ce moment-là, on va regarder la position relative à la même étoile rouge, la même étoile bleue, on va toujours mesurer ce petit angle, et donc l'image va être inversée. D'accord? Donc ici, vue de la Terre, vous avez l'étoile rouge à gauche et l'étoile bleue à droite, et après, 6 mois après, vous avez les deux qui sont inversés. Évidemment, j'ai pris un exemple assez caricatural qui permet comme ça. Mais maintenant, on a tous les éléments du triangle, toujours pareil. On a la base ici, et l'angle ici qu'on déduit par le calcul. Voilà, donc 3 éléments d'un triangle, et hop, on calcule le reste. Donc cet angle-là est déduit par le calcul, et ici vous voyez que si on fait une erreur sur l'orbite de la Terre, ben, l'étoile va se balader. Donc pareil, est-ce que j'ai dessiné ça vraiment à l'échelle où c'est réellement? Est-ce que là j'ai le, je sais pas combien ça fait, 75 cm entre la position de la Terre à un moment donné et 6 mois plus tard? Ben non, c'est 300 millions de kilomètres. Donc ici, la figure, elle est correcte, mais à des tailles très différentes. Donc il suffit que je connaisse cette distance-là avec suffisamment de précision pour pouvoir en déduire la position de l'étoile bleue. Et si je ne connais pas cette distance-là avec suffisamment de précision, eh ben, la position de l'étoile va être très baladeur. Donc voilà, c'est les observations qui ont été faites à l'ONU. Voilà. Et mais mine de rien, donc on le faisait à l'ONU, enfin avec des lunettes, les photographies de la Terre. Ensuite, on a mis les satellites artificiels autour de la Terre à partir de 1957. Et entre autres, le satellite Hipparcos en 1991 a fait exactement ce type de mesure, qui a complètement amélioré la précision des mesures et des grosses surprises aussi. Et maintenant, je suppose que vous l'avez entendu parler, le satellite Gaïa a pris le relais, qui va encore améliorer par 100, un facteur 100 environ, ça dépend en fait des étoiles. En gros, un facteur 100, la précision des distances. Voilà. Donc, cette méthode de triangulation, faite au début du 19e siècle, parce qu'avant, on n'avait vraiment aucune idée, faite au début du 19e siècle ou maintenant au début du 21e siècle, c'est toujours le même système. Donc vos deux yeux, voilà, un œil là, voient le verre qui est devant la bouteille. Voilà. Et donc c'est exactement ce qu'on fait, mais à des distances un peu plus faramineuses. Voilà. Donc ce qui fait qu'on peut construire ce petit tableau. Donc le fameux Tycho Brahe
Et bien lui, les étoiles sont sur la sphère céleste. Voilà. D'accord? Donc ici, c'est 5 minutes à la vitesse de la lumière. Donc je vous rappelle que la lumière, elle fait le tour de la Terre en 1 seconde, elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre, en 1 seconde. D'accord? Un satellite artificiel met à peu près 1h20, 1h40. La lumière, elle est beaucoup plus pressée. En 1 seconde, elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre. D'accord? Et donc là, la lumière pour Tycho Brahe, tout venait de la sphère céleste qui était située donc, à environ 91 millions de kilomètres, c'est-à-dire environ 5 minutes à la vitesse de la lumière. Bon, c'est vachement simple, hein? Tout est à la même distance. Bon. Et lui, il interprétait, en fait, là ici, vous avez des étoiles très brillantes, celle-là, un peu moins brillante, celle-là, celle-là encore un peu moins brillante, encore un peu moins brillante. Et pour lui, c'était la taille de l'étoile. Voilà. L'étoile était un peu grosse, donc elle était très brillante. Et les étoiles un peu moins brillantes, elles étaient plus petites en taille. Voilà. Et tout était sur la sphère céleste. C'est vachement simple. Il n'y a pas de problème. Hein. Sauf que la réalité est un peu différente. Là, on a transformé. Donc ici, je vous donne les mesures proposées par Camille Flammarion dans son Astronomie populaire édité en 1879. Donc la lumière, elle met 16 ans et demi pour venir de Sirius, 16 ans pour venir d'Altaïr, 18 ans pour venir de Vega, 25 ans et demi pour venir d'Arcturus, et 42 ans et demi pour venir de l'étoile polaire. Et là, ben, il a reconnu qu'en fait, on avait des limites dans les instruments, et que là, on ne voyait absolument pas l'étoile se déplacer dans le ciel sur 6 mois. Et là non plus. Donc, moi je l'ai traduit par très 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 loin. Très 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 loin. C'est tout. Ils ne s'avancent pas plus que ça. Elles sont très lointaines. C'est tout. Donc, c'était un des premiers à reconnaître que les instruments avaient une certaine limite, et tant qu'on n'avait pas d'instrument plus précis, c'était pas possible de mesurer des distances pareilles. Voilà. Donc ensuite, on a pris d'autres astuces, d'autres trucs et autres, je ne vais pas sur les détails. Et là, en 1965, ça a donné ça. Toujours à la vitesse de la lumière. Alors c'est complètement étrange. Donc il y a un truc où il y a une erreur d'impression, où réellement ils sont complètement trompés parce que Sirius étant très brillant, ça va complètement fausser les mesures. Moi, j'arrive pas à bien piger pourquoi. On a d'un seul coup quasiment la moitié de la distance. C'est un peu bizarre. Donc effectivement, la lumière met 400 ans pour venir d'Antares, donc 16 ans, 26 ans, on va pas chipoter 18 ans, 26 ans. 25 ans, 36 ans. Alors là, ici, par contre, l'étoile polaire, elle prend un coup de vieux. D'un seul coup, elle passe de 42 ans et demi à 300 ans pour que la lumière vienne de l'étoile polaire. Alors déjà, ça change pas mal de choses. Et là, vous êtes d'accord, 900, c'est vraiment très grand. 400, c'est vraiment très grand. Donc il avait bien raison de dire que c'était très, 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 très grand. Voilà. Donc après, on évolue dans les façons d'évaluer les distances des étoiles, et qui est l'astrophysique un peu complexe pour ici. Et donc, en 1987, et ben là, d'un seul coup, on se retrouve, on voit Sirius, c'est cohérent. Antares, il paraît même un peu plus loin que prévu. Bon, pour Altaïr, ça va à peu près, pour Vega, ça va à peu près. Deneb, d'un seul coup, on la trouve beaucoup plus loin que prévu. L'année dernière, ça va. Voilà. Donc ça, c'est avant la mission Hipparcos, en 1991. Et donc en 1991, Hipparcos a mesuré à partir de l'espace, toujours avec la méthode de triangulation que je vous ai montrée. Tandis qu'ici, c'est des méthodes beaucoup plus tordues de classement d'étoiles, beaucoup trop complexes pour ici. Et par contre, on revient sur la méthode de triangulation utilisée ici. Voilà. La méthode de triangulation, donc vraiment ce qui est comparable, c'est celle-là et celle-là. Entre les deux, là, on fait intervenir l'astrophysique. Et on arrive quand même à avoir des bonnes idées des distances. Et voilà. Bon, bah, tout le monde est à peu près d'accord. Antares, quand Camille Flammarion disait qu'elle était très très loin, ah oui, bon. Donc vous voyez qu'elle est vraiment très loin. Encore beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc Camille Flammarion avait raison de ne pas s'avancer. Voilà. Après les autres, ça va, c'est à peu près. Et Deneb, elle était vraiment très loin. Déjà 900 ans avec les premières méthodes de mesure, la deuxième méthode de déduction,
Et là, maintenant, l'Hipparcos, voilà. Donc, vous voyez que voilà. Arcturus, c'est à peu près cohérent, et la étoile polaire, eh ben, elle est passée de 42,5 ans à 430 ans, 10 fois plus loin. D'accord? C'est pas qu'elle s'est éloignée, mais c'est qu'on a amélioré la précision des mesures, et donc la lumière met 430 ans pour venir de l'étoile polaire. D'accord? Donc là, ça pose un problème. Retenez bien ça. Ici, de 300 ans à 430 ans. Et tout à l'heure, on va voir que c'est une conséquence assez catastrophique. Comme quoi, l'univers est toujours beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Voilà. Donc ici, les deux méthodes comparables. Donc c'est ici de la Terre par triangulation, ici de satellite qui lui en pose par triangulation. Entre les deux, c'est de l'astrophysique, c'est un peu bizarre. Mais là, on s'aperçoit que, en fait, sauf cette étoile-là qui est très très brillante, et cette étoile-là qui est très peu brillante. Voilà. Mais entre les deux, les étoiles sont à peu près la même brillance. Hein, on va pas chipoter pour... Et ce qui veut dire que si une étoile est à 3200 années-lumière est aussi brillante qu'une qui a 16 années-lumière, il y a un problème. En plus, c'est deux étoiles bleues. Donc comment ça se fait que deux étoiles qui paraissent aussi brillantes que la Terre ou quelque chose près peuvent être aussi brillantes? Et bien là, on s'aperçoit que le monde des étoiles, c'est un monde un peu fantastique. D'accord? Donc là, je vous rappelle le triangle d'été, que vous allez pouvoir voir ce soir, parce qu'on le voit tout l'été. Là, ça fait un grand triangle. Voilà. Et donc, je vous rappelle les mesures. Hein. Et là, ce qu'il y a de fantastique, vous voyez que sur la reproduction, ici, les trois étoiles, c'est à peu près la même brillance. Donc celle-là, elle est relativement proche, et là, un peu plus loin, et l'autre, fantastiquement loin. Et pourtant, elles sont brillantes de la même façon. Donc, quelle est la solution? Comment ça se fait que la même couleur, de la même brillance, et des distances totalement différentes, on peut avoir des étoiles qui paraissent la même chose? Et bien la solution, c'est qu'en fait, les étoiles ont des tailles très différentes. Voilà. Donc je vous rappelle la taille de la Terre, la taille de Jupiter et la taille du Soleil. Voilà. D'accord? Et bien il y a des étoiles qui sont un peu plus petites que le Soleil, 61 du Cygne, par exemple, état de Cassiopée. Voilà. Donc là, la naine rouge, on peut en voir plusieurs ce soir. Et donc une naine rouge qui est juste un peu plus grosse que Jupiter, et donc qui commence à fonctionner comme une étoile. Donc une étoile, c'est une source de lumière qui transforme de la matière, qui émet sa propre lumière. Voilà. Jupiter, on peut avoir que parce que c'est le Soleil qui l'éclaire. Si le Soleil s'éteint, on ne voit plus Jupiter. Par contre, là, c'est des ampoules qui émettent leur propre lumière. Voilà. Donc, il y a quelques étoiles comme ça qui sont un peu plus petites que le Soleil. Mais pour expliquer la brillance fantastique des étoiles de tout à l'heure, est-ce que vous voyez le Soleil? Vous voyez? J'ai redessiné le Soleil. Donc, le fameux Arcturus, qui est à 37 années-lumière, ben voilà, comme c'est une étoile un peu rouge-orangée, elle ne brille pas beaucoup, donc elle est forcément grosse. Deneb, qui est à plus de 3000 années-lumière, qui est une étoile bleu-blanche, qui brille très 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 fort. Si on prend un petit morceau, 1 mètre carré de la surface, ça brille très fort. D'accord? Mais n'empêche qu'effectivement, il faut que la surface soit très grande. 200 fois la taille du Soleil. D'accord? Et Antares, qui est une étoile rouge, qui ne brille pas beaucoup, donc si on prend 1 mètre carré de la surface, ça brille vraiment pas beaucoup, mais qui est fantastiquement loin, 700 années-lumière, quand même, on la voit brillante. Donc forcément, elle est, je ne peux même pas la dessiner tellement elle est immense, 800 fois plus grosse que le Soleil. Donc en fait, on rentre dans un monde des étoiles où la taille des étoiles est complètement différente. Donc vous connaissez tous les mammifères, ben, c'est essayer de comparer une musaraigne à un chat, à un chien, un cheval, un éléphant, une baleine, voilà. Donc vous avez le monde des mammifères. Il y a des tailles très différentes. Le monde des étoiles, c'est exactement pareil. Vous avez non seulement, là ici c'est une étoile dite froide, il faut avoir l'image du forgeron qui fait chauffer son fer. Quand le fer est un peu chaud, il est rouge, ensuite
Quand il est un peu plus chaud, il est jaune. Et quand c'est vraiment chauffé, on dit à blanc, c'est une étoile bleu-blanche. Voilà. Donc ici, c'est le forgeron. Hein. C'est donc des étoiles relativement pas chaudes, 3500 degrés, 6000 degrés pour le Soleil, et il y a 20 000 degrés pour ordinaire de température de surface. Donc c'est exactement comme pour le forgeron. Voilà, c'est une nuance. Donc ça, c'est des étoiles qui ne brillent pas beaucoup. Si je prends un bout de la surface, ça ne brille pas beaucoup. Là, ça brille très très fort. Là, ça brille moyennement. Et en plus combiné avec la taille de l'étoile. Et donc là, ici, la distance, la taille, la couleur. Ah ben, les étoiles, c'est un peu compliqué quand même. D'accord? Donc, par triangulation, vous voyez qu'on fait des découvertes complètement fantastiques, c'est-à-dire que le monde des étoiles est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que tout ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Et encore, on est toujours perturbé par les distances absolument monstrueuses. Ensuite, on va continuer, là, ce coup-ci, à mesurer la luminosité des étoiles. Là, on se trouve avec une catégorie d'étoiles, un peu à la fin de leur vie, dont la lumière oscille d'une façon, voilà. Donc, elle perd un peu de lumière, gagne de la lumière, perd un peu de lumière, avec une courbe extrêmement précise. Et donc, ce qu'il y a de fantastique, là, qui a été découverte par une astronome féminine au début du XXe siècle, que ces étoiles-là ont une relation très précise entre leur luminosité et le temps qui s'écoule entre deux pics, par exemple. Le temps qui s'écoule entre deux pics, ben, ça correspond à une luminosité précise. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les céphéides, parce que c'est une des étoiles de la constellation de Céphée qui est l'exemple. Et donc si la période est plus longue, voilà, si la période est plus longue, ici, la différence de luminosité est plus forte. Voilà, donc c'est proportionnel. Donc il suffit ensuite de reconnaître cette étoile-là quelque part dans l'univers, et là on a un étalon à partir de la différence de luminosité. Alors évidemment, ça ne s'évalue plus du tout à l'œil. Il faut commencer à avoir des instruments de mesure qui mesurent les différences de luminosité. Avec les capteurs modernes, ça se fait tout seul. Mais quand on faisait les mesures à l'œil ou les mesures sur plaque photographique, c'était beaucoup plus tendu. Et là, justement, Eric, qui était l'astronome, l'a fait sur les plaques photographiques. Elle a fait un travail de dépouillement assez fantastique là-dessus. Donc, le problème, c'est que si on ne connaît pas la distance des étoiles qui nous environnent avec ce changement de luminosité, eh ben, on connaît très mal la distance des objets dans lesquels on trouve ces étoiles-là. C'est ça qui est... Et donc, là, je vous dis, cette technique de l'échafaudage. On se trompe sur la distance chez nous, et ben, on se trompe sur la distance de l'objet qu'on observe. Et une des céphéides que vous connaissez très très bien, c'est l'étoile polaire. Alors vous avez vu tout à l'heure, l'étoile polaire est passée d'un seul coup de 300 années-lumière à 430 années-lumière. Et oui. Donc en 1920, l'astronome Hubble avait pris des photographies avec le magnifique télescope de 2,54 m qui venait d'être mis en route. Et ils ont reconnu dans cette fameuse grande galaxie d'Andromède, que vous pouvez voir un peu tard ce soir, il a trouvé dans cette galaxie-là, qui comprend 400 milliards d'étoiles, et donc il y a quelque part dans la galaxie, il y avait quelques étoiles qui sont des céphéides, qui oscillaient de cette façon-là. Donc c'était très bien. Sauf que, quand on a dit que l'étoile polaire était à 300 années-lumière, oh, pas ça, c'était à peu près 1,5 million d'années-lumière. Voilà. Et maintenant, si on place l'étoile polaire à 430 années-lumière, d'un seul coup, la galaxie, elle recule à près de 3 millions d'années-lumière. Donc aujourd'hui, on la considère qu'elle est plutôt à 3 millions d'années-lumière. Donc vous voyez, une petite différence des étoiles qu'on a autour de nous conduit à des différences fantastiques sur la distance des objets où on repère ces étoiles, ces espèces de phares étalons. Et bien ces phares étalons, si on les repère, mais si on a une mauvaise distance très près de nous, et bien on a une mauvaise distance de la galaxie, parce qu'elle est tellement loin que par triangulation, ça ne marche pas du tout. Donc il faut avoir une autre méthode, et l'autre méthode, c'est de repérer ces étoiles qui varient d'une façon extrêmement régulière. Et là, d'un seul coup, la galaxie, maintenant, on la considère plutôt
quasiment à 3 millions d'années-lumière, en changeant simplement la distance de mesure de l'étoile polaire. Donc vous voyez un peu les conséquences qu'il y a en cascade. On se trompe sur le voisinage immédiat, on se trompe sur les distances fantastiques. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on a simplement mesuré les variations de lumière. Là, on va rentrer dans un domaine, je vais passer assez vite, où on analyse la lumière. C'est-à-dire qu'on va décomposer la lumière comme un petit arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on va faire des spectres. Voilà. Donc, là, on s'est aperçu que justement, en analysant la lumière des géantes rouges, on avait toujours un géante rouge, oui, par rapport au Soleil. Et donc, on s'est aperçu qu'en infrarouge, ce qui correspond pour nous à la chaleur, en infrarouge, on ne peut pas voir à l'année, donc il faut avoir des capteurs spéciaux, des instruments spéciaux pour pouvoir capter. On s'est aperçu que pour un certain type d'étoile géante rouge, on avait toujours le même type d'émission infrarouge. Donc là, c'est simplement, on y accède en analysant la lumière. Et donc là, ici, par exemple, une super géante rouge que vous connaissez tous. Donc c'est Antares, j'en ai parlé juste avant. Donc Antares, qui est l'œil du scorpion. Donc les pinces du scorpion, le scorpion avec son dard, voilà, et l'œil du scorpion, Antares. Alors c'est curieux comme nom, parce que quand, là, il y a 2 ans, Mars était juste à côté, pour distinguer Mars de Antares, c'était très difficile, d'où le nom de Antares, concurrent de Mars Arès, c'est le nom de Mars en grec. Donc anti-Arès, qui concurrence. Donc voilà, c'est un des exemples. Donc une fois qu'on a bien mesuré l'émission en infrarouge dans ce genre d'étoiles, si on les repère dans d'autres galaxies, ça permet de connaître la distance des galaxies en comparant avec la lumière qu'on voit par rapport à la lumière théorique. Donc là, c'est des comparaisons de luminosité, mais en décomposant la lumière. Donc ça devient déjà un peu plus sportif et très indirect comme mesure. Voilà. Donc là, ici, une classification des étoiles. Donc ici, on a le Soleil. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'il y a des étoiles beaucoup plus petites que le Soleil, beaucoup moins lumineuses, plus grosses que le Soleil, beaucoup plus lumineuses, et ces fameuses géantes rouges, qui sont à la fois très lumineuses et très grosses. Voilà. Et donc, ça fait une... Et donc là, on s'aperçoit que les étoiles ne sont pas réparties uniformément. Voilà. Donc ici, c'est les moins lumineux aux plus lumineux, des plus bleus, blanches jusqu'aux plus rouges. Voilà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas des étoiles de partout. Donc cette classification-là permet de faire un peu des déductions. Ici, on a les naines blanches, très chaudes mais très petites. Donc, voilà. Donc là, on s'aperçoit que ça, c'est une grande découverte, justement, encore des femmes astronomes qui ont dépouillé des tas de photographies faites dans les années 1920. Donc, comme il s'agit de faire un travail de romain, de dépouillement très long et très minutieux, mais les femmes emploient beaucoup mieux que les hommes. Donc, et là, enfin, la dernière façon de mesurer, toujours en analysant la lumière, donc là, très rapidement, donc il faut admettre que le bel arc-en-ciel que vous voyez à l'œil nu, de temps en temps, il y a des raies sombres dedans, et ces raies sombres dedans correspondent à des éléments chimiques très particuliers, donc une position précise au laboratoire, une position précise dans les couleurs. Donc là, ici, j'ai pris une raie comme ça, n'importe comment, et ensuite, pour une galaxie comme ça, on voit qu'elle est relativement proche, à 3 millions d'années-lumière pour la l'échelle des galaxies, c'est très proche. Pour nous, c'est abominablement loin. Donc ensuite, on s'est aperçu, ça c'est le travail de Hubble sur ses plaques photographiques, il s'est aperçu que plus la galaxie paraissait petite sur le cliché, plus la raie se décalait vers le rouge. Voilà. Donc par exemple, le groupe de galaxies du Lion est un peu dans cet exemple-là. Ensuite, une galaxie encore plus petite sur le cliché. Donc évidemment, ça présuppose que les galaxies, donc ces milliards et milliards d'étoiles qui sont les unes à côté des autres, ces milliards d'étoiles sont tous à peu près de la même taille. Donc si on la voit plus petite, c'est vraiment qu'elle est plus loin. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc à partir de là, on a la fameuse raie qui est toujours la même, mais elle se décale de plus en plus vers le rouge. Et donc le groupe, la quintette de Stéphane, que vous pouvez peut-être le voir
dans Pégase ce soir. Voilà, on est un exemple. Ensuite, si on regarde des galaxies qui paraissent vraiment petites sur un cliché, on s'aperçoit que la règle a toujours la même et est vraiment très décalée vers le gauche. Et donc, là ici, c'est par contre des amas qu'on ne peut plus voir du tout au télescope, il faut prendre des photographies, ça c'est une photographie du télescope spatial. Donc là, on ne se rend plus du tout compte de ces... Donc ici, toutes les taches floues sont des galaxies. Voilà. D'accord? Donc là, il n'y a quasiment aucune étoile. Ici, voilà. Dès qu'il y a une croix comme ça, c'est des étoiles. Voilà. Ça, c'est des étoiles de notre galaxie. Ensuite, un grand vide, parce que Tycho Brahe ne voulait pas du tout admettre. Et donc, très loin derrière, on a ces galaxies. Donc, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on a donc ce rougissement de la lumière, enfin des raies spectrales plutôt, la lumière est toujours. Donc les raies spectrales qui se décalent vers le rouge. Donc, première explication, donc, qui est quasiment l'explication admise aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'univers est en expansion. Donc, plus une galaxie s'éloigne, plus la lumière devient rouge. C'est-à-dire que vous faites la comparaison avec une moto qui s'éloigne de vous. Donc, une moto qui s'approche de vous, le son paraît aigu, il passe devant vous, et ensuite, quand la moto s'éloigne, le son devient beaucoup plus grave. Là, ici, pour la lumière, c'est pareil, à des vitesses beaucoup plus fantastiques. La lumière d'un objet qui s'approche de vous, la lumière paraît un peu plus bleue, et quand elle s'éloigne de vous, l'objet s'éloigne de vous, la lumière paraît un peu plus rouge. Donc on en déduit facilement avec cette théorie-là qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les galaxies sont de plus en plus écartées. Et donc, il suffit simplement de se dire qu'elles s'écartent de la même façon ici et là, et vue de celle-là, cette galaxie-là est 2 fois plus loin. Que le déplacement apparent de cette galaxie-là est 2 fois plus petit que la galaxie qui est là-bas. Donc voilà, tout colle bien, ça a l'air d'être nickel, limpide, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc là, j'ai volontairement effacé le diamètre de la Terre et la distance terrestre parce que je vous ai dit, maintenant on les mesure avec des méthodes totalement différentes. Et par contre, on est toujours sur l'accumulation des erreurs possibles. Voilà. Alors maintenant, on se pose la question. Voilà. Et il y a certains, Jean-Claude Kepler, Becker et autres, qui ont émis l'autre idée sur le rougissement, comme ça, le décalage des raies spectrales. On va examiner cette galaxie-là, nous habitons dans cette galaxie-là, et on va examiner cette galaxie-là. Voilà. Sauf qu'on s'aperçoit que, justement, d'après la théorie d'Einstein de la relativité générale, le rayon lumineux n'est pas très discipliné. Voilà. Donc ça, c'est le rayon lumineux classique. Ouais, sauf qu'il y a une petite galaxie. Voilà, le rayon lumineux, il aime bien faire le tour et revenir vers l'observateur. Là, il y a une autre galaxie. Hop, 2 galaxies. Hop, on fait le tour. Le troisième, voilà. Et donc, j'ai volontairement illustré, justement, l'arrêt qui est dans le bleu arrive dans le jaune, parce qu'en fait, le rayon lumineux, en faisant les contours, perd de l'énergie, il se fatigue à faire des virages, et donc il perd de l'énergie, et ça se traduit aussi par un décalage vers le rouge. Plus le trajet est long, plus le décalage va être grand. Sauf qu'on arrive toujours au même endroit de la même source. Donc c'est bizarre ça. Ça veut dire que, en fait, on peut interpréter ce décalage vers le rouge par simplement la longueur du chemin que la lumière a mis pour venir de la galaxie. Ce qui veut dire aussi que ici, si vous regardez dans cette direction-là, la galaxie est jeune. Là, ici, la galaxie a un certain âge, je veux dire. Ici, la galaxie, elle est un peu plus jeune, parce qu'en fait, vous la voyez décalée du trajet. Là, ici, la galaxie est encore plus jeune. Et là, la galaxie est vraiment très jeune, quand vous voyez le rayon lumineux arriver chez vous. Donc, en fait, vous voyez 4 images de la même galaxie à des âges différents. Ben, ça, c'est très intéressant comme exploration de l'univers, sauf que ça chamboule tout, parce que le télescope spatial a montré qu'on pouvait observer environ 5000 milliards de galaxies. Donc, sauf que si
on a un univers complètement tordu comme ça. Là, ici, si je vous dis pas que c'est une reconstitution de l'univers, ça vous fait penser à... Comment? Ouais, des cellules du cerveau et autres. Il faut imaginer qu'on a des super amas de galaxies, tout ce qui est un peu blanc, c'est des galaxies. Alors effectivement, la lumière n'a pas l'air de traverser comme ça, mais elle a l'air de suivre les couloirs. Donc ça, c'est encore un des grands mystères de la structure de l'univers. Et donc, on est à des échelles tellement fantastiquement grandes qu'on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui est réellement qui est la vraie structure de l'univers. Ouais, je ne sais même pas si un jour on pourra le savoir. Là, on se contente de décrire, de voir comment ça s'est agencé les uns par rapport aux autres. Mais voilà, donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas des... Comme Tycho Brahe avait refusé de voir qu'il y a des étoiles partout. Non, il y a des étoiles comme ça de temps en temps, qui sont réunies dans la galaxie qu'on appelle, là où on habite, donc les centaines de milliards d'étoiles sont réunies en groupe, donc les galaxies. Et ensuite, les galaxies elles-mêmes se regroupent. Et vous avez des zones vraiment très vides, où on n'arrive pas à détecter quoi que ce soit. Donc, ça pose question sur la structure de l'univers. Voilà. Donc, plus on mesure loin, moins on a de réponses sur la structure de l'univers. C'est marrant ça. Non? Donc, maintenant il n'y a plus qu'à réfléchir. Bonne réflexion et merci pour votre attention.